Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, en préambule de cette émission, je souhaiterais m'excuser pour la diffusion d'hier soir, puisque nous devions avoir la diffusion des mercredis de l'espoir du 11 décembre. Malheureusement, un incident technique indépendant de ma volonté, puisque c'était Facebook qui refusait de diffuser des vidéos en direct, donc je n'ai pas pu faire l'émission d'hier soir, je ne pouvais même plus poster sur la page, donc vous voyez, c'est un gros problème. Donc cette émission du 11, eh bien, elle a lieu le 12, et puis merci de bien vouloir m'en excuser, et c'est vraiment indépendant de ma volonté. Alors, revenons au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est donc la rançon de l'immobilisme idéologique, c'est la disparition. Et comme conclusion de cette phrase, c'est que sans la quatrième voie, point de salut. Et nous allons voir ça évidemment à la lumière des événements récents, mais également des événements passés, donc des événements récents en Syrie, puisque c'est la Syrie tout entière qui disparaît aujourd'hui, mais avec une des raisons, mais une des raisons principales, il y a deux raisons essentielles, je dirais à cela, c'est donc le problème de l'immobilisme idéologique. C'est celui que je voudrais pointer plus particulièrement aujourd'hui, si vous me le permettez. Alors, bien entendu, avant cela, je souhaiterais revenir sur, je dirais, le leitmotiv également, notamment idéologique, mais pas qu'idéologique, également spirituel, je dirais, de 1P6R, avec un aphorisme de Lao Tse tiré donc de son ouvrage Le Tao Te Ching, et plus précisément le numéro 58. Alors que nous dit ce numéro 58 du Tao Te Ching, en relation évidemment avec le thème d'aujourd'hui? Si l'on gouverne un pays avec tolérance, les gens sont tranquilles et honnêtes. Si l'on gouverne un pays par la répression, les gens sont déprimés et retors. Quand la volonté de pouvoir domine, plus grands sont les idéaux, plus petits sont les résultats. Essaie de rendre les gens heureux et tu poses les fondements de la misère. Essaie de rendre les gens vertueux et tu poses les fondements du vice. Et le Tao Te Ching numéro 58 se termine ainsi. Ainsi, le maître se contente de servir d'exemple et de ne pas imposer sa volonté. Il est pointu, mais ne perce pas. Direct, mais souple. Radieux, sans éblouir. Ô combien sages et pertinentes sont ces maximes, ces aphorismes de Lao Tse, qui montrent bien justement que il faut avoir avant tout la volonté de l'exemple et de la proposition, de l'offre, mais ne pas croire que l'on va dessiner les choses de façon absolue. Hein. Et ça veut pas dire que c'est vide, hein. On est d'accord, hein. Le maître, il est pointu, il est direct, il est radieux, il sert d'exemple, il propose des choses, mais il n'impose rien, jamais. Voilà, effectivement, déjà une maxime très importante. Et bon, faire le bonheur, etc., il y en a plein qui ont visé à faire le bonheur. Moi, c'est vraiment une chose dont je me méfie énormément, parce que déjà, on ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Donc, rendre les gens heureux, ça me semble un objectif particulièrement, presque suspect, même, je dirais. Et en tout cas, douteux, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que le bonheur.
contrario de ce qu'affirment de nombreux philosophes, hein, et parmi les plus grands, comme Spinoza par exemple. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter quand même à participer donc à nos réunions hebdomadaires, dans lesquelles vous pouvez venir discuter avec nous, c'est ouvert à tous. C'est l'endroit où nous avons nos ateliers constituants donc pour rédiger la constitution impécissère que nous proposons au suffrage et au débat, justement. Donc, nous proposons, mais ça ne veut pas dire que c'est vide, hein. C'est-à-dire, je veux dire, il y a plein de propositions qui sont du vide, hein. Bon, je ne veux pas mettre des pierres dans le jardin de mes amis, mais quand on parle juste de rite constituant sans dire qu'est-ce que ça pourrait être, ou de constituante sans dire ce que l'on va mettre dedans, ou comme Mélenchon qui parle de 6e République sans dire ce qu'il va mettre dans sa 6e République, voilà, c'est un petit peu... Enfin, moi, je dis, on propose du vide. Donc, il faut quand même du contenant, je dirais, mais pas du contenu. Le rôle, je pense, de quelqu'un qui se souhaite faire de la politique, c'est de proposer quand même du contenu, avant toute chose. Et en l'occurrence, un modèle de société. Donc, réunion tous les lundis soirs à 21h. Bien, je vous invite à y participer. Alors, le thème d'aujourd'hui, la rançon de l'immobilisme idéologique, c'est la disparition. Et nous allons étudier déjà cette première partie de la phrase. Après, nous viendrons peut-être justement au contenu, aux solutions que nous proposons justement à Impécisseur. Première remarque, d'abord quand même, remarquons que c'est la fin du dernier État laïque qui restait au Moyen-Orient, qui était la Syrie, hein, qui était donc dirigée par le parti Baas. Donc il y a eu plein de partis de pays laïques au Moyen-Orient. Eh bien c'est le dernier qui a été renversé aujourd'hui. Il ne reste plus que des monarchies ou des théocraties, donc des régimes qui sont par définition, disons, orientés de façon religieuse. Donc le dernier État laïque. Alors, donc c'est quand même un point suffisamment important pour être quand même noté. Hein. C'est quand même curieux qu'on se réjouisse de la fin du dernier État laïque au Moyen-Orient. Ceux qui s'en réjouissent. Ça devrait déjà, ne serait-ce que ce point, les interroger. Alors, rançon de l'immobilisme idéologique, c'est la disparition. Bien oui, il y a une longue liste de résistants qui ont été éliminés. Je dis bien éliminés. Si vous reprenez ce que j'ai mis en l'affiche qui présentait cette émission, bah, j'ai mis la Yougoslavie qui a disparu, qui résistait à l'hégémonie, je dirais, des mondialistes, qui soient de ce côté-ci de l'Atlantique, ou de l'autre côté de l'Atlantique, ou du côté de l'océan Pacifique, comme le Japon, par exemple. Et donc la Yougoslavie résistait à cette mondialisation et à cet effacement, cet impérialisme, hein, cette forme d'impérialisme qui est dirigée par l'hégémon constitué par les États-Unis d'Amérique. Premier sur la liste, qui préfigurait ce qui se passe aujourd'hui en Russie. L'Irak, qui a disparu. La Libye, qui a disparu avec Kadhafi, etc., etc. Mais on peut aussi évoquer dans la même région Nasser, en Égypte. Et puis, et notamment, je ne veux pas tous les citer parce qu'il y en aurait beaucoup, mais peut-être plus proche de nous, Perón en Argentine, au moins au niveau idéologique, ou De Gaulle, puisque De Gaulle et Perón étaient proches. Hein. De Gaulle avait fait un voyage notamment en Argentine, où il était considéré comme l'équivalent de Perón en Europe, et qui proposait ce qu'eux ils appelaient une troisième voie, ce que moi j'appelle la troisième voie plus, c'est-à-dire quelque chose qui était quand même déjà donc une proposition idéologique, mais qui peut-être n'allait pas assez loin. Mais j'y reviendrai. Mais constatons une chose, tous ces gens étaient éliminés, y compris De Gaulle. De Gaulle, avec ce qui s'est passé en France, renversé par la contre-révolution que constitue mai 68. Et donc, ces résistants éliminés,
il y en a d'autres aujourd'hui qui sont menacés, et pour lesquels on mène un combat et qui sont menacés même de mort. Hein. Je pense à Orban, qui a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, de Robert Fico en Slovaquie, également une tentative là plus dangereuse, puisqu'il a été vraiment gravement blessé. Je crois que c'est Robert Fico, qui est le président de la Slovaquie. Puis la Russie aujourd'hui. Hein, pourquoi est-ce qu'ils attaquent la Russie? Parce qu'ils refusent de se plier à l'agenda des mondialistes. C'est tout, ne cherchez pas autre chose. Hein. Soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. C'est tout. Et donc la Russie, maintenant, nous, ils disent, on est un pays, on est grand, etc. On ne va pas se plier. On peut vivre dans un monde multipolaire. Non, non. C'est le monde unipolaire qu'ils souhaitent. Et donc la Russie qui refuse ces diktats, la Russie, ça leur allait bien quand c'était Helsinki, qui était un alcoolique notoire, et qui ne posait pas de problème, hein, mais qui suivait en définitive, c'était l'époque vraiment de la déchéance complètement de tous ces pays russes, de l'ex-URSS, pardon, donc qui a été affiché également et de Lénine avec les statues qui sont mises à bas. De la dislocation de l'URSS, il y a des pays qui ont réussi à se redresser, notamment la Russie, avec l'élimination de Helsinki à un moment donné, remplacée par Poutine et les autres, comme Medvedev, etc. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas continué, qui ont continué la trajectoire complètement délétère sur lesquelles étaient envoyés, les a envoyés, je dirais, l'hégémon, parce que c'est ça qui les intéressait, du pillage en définitive. Hein. Et bien là, on va retrouver notamment l'Ukraine, hein, qui se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Donc voilà la liste longue, hein, c'est la disparition. Toutes ces choses-là, tous ces pays-là, tous ces leaders-là ont disparu. Et c'est le résultat, au moins en partie, mais c'est un des éléments très importants, il y en a au moins un autre, mais la chose la plus importante, je dirais, c'est que c'était des directions qui étaient relativement, ce que j'appellerais immobilistes, de façon plus ou moins prononcée. Bon, j'ai cité De Gaulle ou Péronne, qui proposaient déjà quand même un genre d'alternative, une troisième voie, mais il y a des endroits où c'est juste de dire on reste sur des prérogatives souverainistes, sur des prérogatives plus traditionnalistes. Et donc là, on voit bien que l'immobilisme, ou si on prend l'Iran aujourd'hui, où on a, c'est certes une république, mais c'est une république théocratique, où on fiche quand même énormément les choses d'un point de vue tradition, c'est-à-dire de s'ancrer dans le passé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ancrer dans le passé, mais je veux dire, l'avenir ne peut pas être que le produit du passé. Il y a forcément un mouvement, il n'y a qu'une constante dans la vie, c'est le changement. Et donc l'immobilisme, d'une manière ou d'une autre, vous condamne systématiquement à être disqualifié par définition, je dirais. C'est même pas une option. Quand on se dit on veut pas changer, ou pas suffisamment, eh bien du coup, vous êtes déjà de vous-même, vous vous condamnez vous-même. C'est ça en fait le message numéro 1 que je voudrais passer aujourd'hui. C'est bien celui-là. L'immobilisme ou le manque de mobilité suffisante va faire que vous, de vous-même, vous vous mettez dans une situation défensive, une situation qui sera finalement perdante. Il suffit de donner suffisamment de coups de boutoir pour que vous vous écrouliez. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est totalement ce qui s'est passé en Syrie, d'ailleurs. Hein. Et des coups de boutoir, ils en ont reçu plus d'un. Et donc c'est ça, je dirais, la deuxième chose. Ce sont ces coups de boutoir qui viennent justement de l'hégémonie. Alors, effectivement, on peut parler de De Gaulle. Par exemple, son immobilisme était moins important, ou celui de Péronne, puisqu'ils essayaient de tracer, notamment De Gaulle avec cette notion de participation. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'il a été éliminé au niveau du référendum. Hein. Un autre modèle, mais un autre modèle qui ne remettait pas en cause fondamentalement le capitalisme. Et je dirais, les capitalistes, on voit où ils en sont aujourd'hui avec l'optique mondialiste, ils vont imposer, c'est eux les plus puissants, par l'argent ils sont les plus puissants, et ils finiront par imposer leur desiderata.
Donc je dirais De Gaulle, peut-être il ne pouvait pas, mais au moins il ne l'a même pas proposé de dire, mais il faut sortir du capitalisme, sinon on n'y arrivera pas. Pourtant il était très critique, hein, il était très lucide par rapport à ça, mais je dirais, je vous invite à revoir des vidéos de l'époque, mais il n'a jamais franchi le pas, je dirais. Il pensait qu'on pouvait faire ménager la chèvre et le chou, et qu'ainsi il pourrait se maintenir. Non, il n'y a pas nous sommes dans un système qui est dominé, qui est un système qui est capitaliste, dont les capitalistes veulent gouverner, à eux seuls assumer la gouvernance. Tout cela, quand même, n'est pas rien. C'est quand même une chose importante qu'il faut noter, c'est que cela a une conséquence quand même extrêmement importante, c'est la souffrance pour les peuples. Je pense quand même qu'il faut bien le mesurer, c'est que ça crée beaucoup de souffrance pour les peuples, parce que la Syrie, on va prendre l'exemple, je dirais, courant, actuel, pour la Syrie, ils sont rentrés, je dirais, en résistance directe, bon, depuis longtemps, mais plus directe à partir de 2011, avec la tentative de révolution de couleur qui a eu lieu à partir de ce moment-là. Et donc là, il y a eu, je dirais, un saut qualitatif avec justement du grignotage, l'État islamique, etc., et tout un tas de groupes qui se sont mis en marche à partir de 2011, avec tout un tas de morts et de blessés parmi les peuples, parmi le peuple syrien en l'occurrence, à cause de la guerre civile. Et puis, dans la suite de ça, il n'y a pas que ça. Ici, la famine qui a été déclenchée par la loi César, donc qui est en forme de siège. Hein. Vous savez, on a siégé avant les villes, les châteaux forts. Ce qu'on appelle aujourd'hui les sanctions, les blocus et tout ça, ce sont des formes de siège où on affame en définitive, et là au sens propre du terme, des famines organisées donc en Syrie, par la loi César, pour empêcher justement le régime de pouvoir, qui est en place dans ces pays, de pouvoir continuer à vivre en torturant le peuple, en définitive. Donc, ceci induit notamment la possibilité pour le pays de se reconstruire. En l'occurrence, la Syrie a eu énormément de difficultés à se reconstruire, elle n'est jamais vraiment arrivée. Et pour ce qui concerne la Syrie, à peu près moins 8 millions d'habitants, c'est un pays qui devait en faire 17, je crois, en 2011, et ils ont perdu la moitié, près de la moitié de leurs citoyens qui ont fui dans cette guerre sans fin. Hein, et ça a créé les migrants, etc., que nous connaissons, hein, quand même. Et puis, en plus de ça, des bombardements quand même dont on ne parle jamais, mais des bombardements quasi quotidiens réalisés par Israël sur la Syrie. Hein. Depuis environ 2010, au moins, quasiment tous les jours, il y a des bombardements israéliens en Syrie. Quasiment tous les jours, vous vous rendez compte? Ça fait plus des années, pas des dizaines d'années, mais des années et des années que ça se produit ainsi. Vous vous rendez compte les souffrances des peuples, du peuple syrien en l'occurrence, depuis ce moment-là. Donc effectivement, ça a quand même... alors je ne dis pas que le fait de ne pas être immobile aurait éliminé toutes ces souffrances, parce que si vous résistez, bah, voilà, on sait que l'on s'expose fatalement à des rétorsions de part des impérialistes. Mais donc c'est une des raisons, mais l'immobilisme ou la mobilité ne résoudra pas tous ces problèmes, hein, soyons clairs. Ça, c'est une évidence. Et puis, les souffrances du peuple, maintenant, parce que maintenant que le président Bachar el-Assad a démissionné, a arrêté ses fonctions et est parti de Syrie. Enfin, on ne sait pas exactement où il est. Hein. Il paraît qu'il est à Moscou, mais on ne l'a pas vu. Donc, bon, bref. En tout cas, il n'est plus en fonction. Donc, depuis qu'il n'est plus en fonction de président de la Syrie, que la Syrie s'effondre en définitive, est complètement dépecée, le peuple syrien souffre. Et notamment à Damas, il y a eu l'assassinat du docteur Zahra Homsia, qui était l'une des éminences scientifiques syriennes les plus importantes.
hein, donc un physicien. Il y a aussi, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'assassinat de scientifiques et de compétences syriennes qui est systématique. On a là, je dirais, la marque à la fois des islamistes, mais celle également des services secrets syriens, israéliens, qui veulent absolument avoir un pays à côté où il n'y a plus du tout d'intelligentsia, pour que le pays ne puisse pas se relever du tout. Donc on tue toutes les élites, mais les élites scientifiques, les élites, les ingénieurs, des gens qui pourraient reconstruire des choses. C'est-à-dire, c'est vraiment une barbarie, mais absolue, quoi. Et là, on a la marque, à mon avis, du Mossad en particulier pour ces assassinats ciblés sur ce type de personnes. Et puis, par les islamistes directement, des exécutions sommaires, des exécutions par peloton d'exécution, et même des assassinats dans des lits d'hôpitaux. Ils vont dans les hôpitaux et ils vont tuer des soldats, par exemple, qui ont été blessés. Mais également des lynchages dans la rue. Tout à l'heure, je vous montrerai un certain nombre de choses comme ça, j'y reviendrai. Des lynchages qui ont lieu également de personnes souvent âgées par des gamins, des mises en soumission, des mises en esclavage également, et en particulier des femmes qui sont embarquées, s'ils ne sont pas tués, comme esclaves et esclaves sexuels en particulier. Et puis les compagnes, en parallèle de ça, en plus de ça, donc, qui s'ajoutent aux souffrances présentes, une campagne de bombardement généralisé des infrastructures de l'État syrien. Donc, bateaux, etc., mais également des bases militaires, hein, qui sont actuellement, il y a eu un déferlement de bombardements, et pas mené que par Israël, mené aussi directement par l'aviation des USA, hein, qui sont extrêmement actives, qui est extrêmement active là-dedans. Alors, je dirais, l'histoire se répète, hein. Les impérialistes, ils ont toujours, de tout temps, eu, dans cette phase, je dirais, de stade suprême de l'impérialisme, comme pour reprendre l'expression de Lénine, du capitalisme, qu'est l'impérialisme, ils ont toujours recours aux extrémistes. Et, une fois de plus, je dirais, c'est avéré. Ça a commencé par Hitler, il ne faut pas l'oublier, hein. Hitler, par exemple, outre en Allemagne, mais il avait de très bons rapports avec une grande partie des élites bourgeoises, de la haute bourgeoisie anglaise. Vous pouvez vérifier mes dires, c'est tout à fait vrai ce que j'affirme là. Donc ça, c'est un petit peu loin, mais vérifiez, vous verrez ce que je dis. Puis après, on a dit plutôt allemand que rouge, ça c'était plutôt Hitler que rouge, ou je ne sais plus exactement là. C'était un mot d'ordre également en France, d'une partie qui était relayée en France, qui explique en partie l'effondrement de l'armée française en 1940. Mais plus près de nous, il y a Ben Laden, qui était directement financé, c'est une notoriété publique, en Afghanistan par les États-Unis d'Amérique. Et puis aujourd'hui, on a les HTS, mais on a eu entre-temps HTS, donc c'est un des mouvements islamiques qu'il y a en Syrie, il y en a d'autres, qui ont d'ailleurs participé et mandaté l'assassinat de Samuel Paty en France. Et tous ces extrémistes, mais il y a d'autres extrémistes. Il y a les extrémistes, les bandéristes néo-nazis en Ukraine. Hein, c'est pas pour rien, ils s'appuient là-dessus. Hein, ils sont pas très nombreux. Hein. Ils avaient fait que 5%, je crois, aux élections, juste après le Maïdan, hein, pourtant. Ils ont fait que 5% aux élections, et pourtant, ils ont une influence considérable sur la politique en Ukraine. Les sionistes extrémistes, il y a différents degrés, qui vont jusqu'à parler du Grand Israël, pour aller du Nil jusqu'à l'Euphrate. Mais pas que cela, il y a également les extrêmes écologistes, donc avec des choses complètement délirantes, les antispécistes, etc. Et puis les antifas également. Mais également dans les extrémistes, vous avez des néolibéraux
en tant que tels qui sont extrémistes, ce qu'on appelle l'extrême centre, du style des Macron, des Van der Leyen, qui sont dans leur optique des extrémistes. Mais on a également Milei, hein, en Argentine, qui est sous sa forme libertariste, hein, donc des néolibéraux tendances libertaristes, qui sont tout marché, il faut détruire l'État, etc., et ne plus avoir que le marché, que de la marchandise. Hein. Tout est marchandisé. C'est aussi une forme d'extrémisme. Hein. Donc voilà, les capitalistes, pour sauver le système, pour développer, pour que ce système finisse par s'imposer, ils ont toujours eu, et ils ont toujours, ils s'appuient toujours sur les extrémistes, hier comme aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des crises, hein, je vous renvoie à d'autres émissions que j'ai pu faire, ils sont dans des crises multiples, et donc ils ont besoin de ça. Hein. S'ils n'étaient pas en crise, ils n'auraient pas besoin de s'appuyer sur les extrémistes. Au XIXe siècle, par exemple, ils n'en avaient pas besoin de ça. Hein. C'était leur mouvement au début du XIXe siècle, ils n'ont pas eu besoin de s'appuyer sur les extrémistes. Au contraire, ils avaient le vent en poupe, on peut dire. En plus de ça, il n'y a pas que ça, enfin je rajoute, mais les actions qui sont menées aujourd'hui, encore une révolution de couleur en Géorgie, ou aujourd'hui en Roumanie, suite à l'élection présidentielle, au premier tour, il y a eu un coup d'État de la Cour constitutionnelle qui invalide l'élection parce que la personne n'est pas, qui a été choisie par les citoyens ne leur convient pas, elle est un souverainiste, et qui risque de mettre en cause le gouvernement, enfin, oui, la gouvernance, le gouvernement au sens pas du... Bref, vous m'avez compris, le pouvoir, je dirais l'exercice du pouvoir en Roumanie, parce qu'ils sont en train de créer la plus grosse base de l'OTAN en Europe, en Roumanie actuellement. Donc les USA, ils ne veulent pas qu'on dise bah, ils ont investi énormément d'argent pour créer cette base pour attaquer directement la Russie, hein, soyons clairs. Hein. La Roumanie, c'est juste de l'autre côté de la mer Noire. Hein. Donc c'est le relais, je dirais, la base arrière de demain, lorsque la guerre de l'OTAN contre la Russie aura franchi encore un palier supplémentaire dans l'escalade. Donc la Roumanie, c'est essentiel pour eux. Ils ne veulent absolument pas, donc c'est pour ça qu'ils ont fomenté ce coup d'État, et puis il y a également ce qui se passe en Moldavie. Donc, voilà, le recours aux extrémistes est avéré, il est courant, je dirais. Alors, la volonté alors, ça veut dire que, avant ça, avant de passer à cette volonté de résister, ça veut dire que l'on sombre dans la barbarie, et que ce n'est pas du tout un hasard. Donc, la chute des nationalismes arabes, au travers notamment avec des mafias, des clans, etc., hein, en Syrie, en Irak, en Libye, demain peut-être en Algérie, mais également du traditionnalisme religieux, donc le Hamas, le Hezbollah et demain l'Iran. Le tout se fait au profit de personnes encore beaucoup plus extrêmes, parce que les nationalistes arabes n'étaient pas forcément extrêmes du tout, le tout au profit justement des extrémistes musulmans, juifs et libéraux, dont je viens de parler, et ce qui fait qu'on bascule, on s'enfonce, en particulier au Moyen-Orient, toujours plus dans la barbarie. Alors, je reviens à ce que j'ai affiché précédemment. Ça implique ces recours aux impérialismes, aux extrémistes, ça implique une volonté de résister. Donc ça, c'est nécessaire. Et Bachar el-Assad, je dirais, c'est la qualité qu'il a eue en 2011, justement, c'est de dire non. Moi, je reste debout, c'est une forme de droiture, je refuse de me faire renverser, et je résisterai. Et c'est ce qui a fait un tournant, quand même, d'époque. C'est pour ça que c'était un geste très important, qui était fait par Bachar el-Assad, qui était en fait n'est pas un politique, et qui n'était pas destiné à être au pouvoir. C'est le fils d'Hafez el-Assad qui était au pouvoir, et c'est son frère aîné qui devait prendre le pouvoir, mais il est mort accidentellement, et donc c'est Bachar el-Assad qui est devenu président. Mais lui était médecin en Angleterre, et il avait fait ses études au moins en Angleterre.
Et en fait, il est arrivé un peu par hasard, presque totalement par hasard, comme président de la Syrie. Et c'est sans doute ce qui explique, parce qu'un politique, il aurait laissé tomber. On le voit bien dans les autres pays, Ben Ali par exemple en Tunisie, eh bien, il a vu les gens se bouger un petit peu, oh là, il a pris peur, il s'est enfui, et c'est généralement ce qu'ils font, ils s'enfuient lorsque... Alors que là, il s'est tenu debout, c'était une forme de droiture, je dirais. Et ça a été quand même un moment important dans, euh, dans la lutte, je dirais, de la résistance au mondialisme à l'échelle globale, ce geste qu'a eu Bachar el-Assad à l'époque. Mais je dirais cette droiture, ce droit dans ses bottes, quelque part, en 2024, et je dirais pour la même raison qu'il a su résister à un moment donné, il n'a pas su, je dirais, négocier, et il est resté figé, je dirais, dans son attitude en 2023 et 2024. Et c'est sans doute ce qui lui a valu d'être renversé si rapidement également, parce qu'il y a eu des propositions, notamment de l'Arabie Saoudite et de la Turquie, alors, différentes, mais notamment l'Arabie Saoudite lui avait proposé 200 milliards de dollars, je crois, ou 250 milliards de dollars, et en échange de basculer, c'est-à-dire d'annuler son alliance avec l'Iran et de basculer dans le camp américain. Bon, je dirais que c'est une proposition totalement inacceptable, hein, on est d'accord. Mais voilà, après, il n'a pas su négocier quelque part, en restant... et bon, ça, c'est un des moyens. C'est aussi le but d'un politique, c'est de savoir négocier, de savoir quand est-ce qu'il faut peut-être un peu lâcher de l'Est, etc., pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Et ce but final, ce but qu'il aurait pu se fixer, justement, il n'y en avait pas. C'est un peu là le problème de l'immobilisme, je dirais, c'est qu'il n'avait pas forcément de vision sur là où il voulait arriver, quel modèle de société il voulait mettre en place. Et à partir de là, si vous n'avez pas cette boussole, c'est très difficile de rester simplement immobile et droit dans vos bottes. Et ça a parfois des avantages, on l'a vu, mais à un moment donné, ça a aussi des inconvénients. La preuve. Et donc, tout cela a fait ce refus des propositions, bon, il fallait peut-être les refuser, hein, je ne dis pas, hein, je ne suis pas dans les détails de ce qui a été proposé, ou peut-être ce qu'a proposé également la Turquie pour essayer de s'arranger, ou avec y compris les forces kurdes à l'est de la Syrie. Voilà. Ça a fait qu'il y a eu plein de magouilles qui se sont déroulées visiblement dans le dos du gouvernement syrien, ou peut-être même avec le chef du gouvernement syrien, dans le dos du président syrien, et puis au fond, il y a une partie de la bourgeoisie syrienne qui était prête à devenir, je dirais, ce qu'on appelle une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire qui sont juste des intermédiaires qui achètent les produits à l'étranger pour les revendre donc les produits qui sont produits dans les pays impérialistes justement, et puis sont juste, en fait, ils prennent une commission sur place, quoi. Et peut-être également, je dirais, une corruption également de l'armée. Point d'interrogation. Donc, ça implique une volonté de résister, mais ce n'est pas suffisant, je dirais. La preuve sur cet exemple précis de la Syrie, mais je dirais dans bien d'autres cas où le nationalisme ne suffit pas, je dirais, où le traditionnalisme ne suffit pas. Ça veut dire que, et puis je dirais même, c'est ce mot même de résistance. Ce mot même de résistance, quelque part, fait que vous êtes en position de défense. Vous résistez à un mouvement, quelque part, qui vous dépasse. Mais non. Il ne faut pas simplement être résistant, il faut être offensif. Et être offensif, c'est tout le contraire d'être immobile, je dirais. Hein. C'est-à-dire être justement dans la résistance, vous résistez, vous essayez justement de ne pas bouger, d'être immobile, justement. Si vous êtes offensif, bah, vous vous déployez. Et il y a des exemples de comportements offensifs, enfin, ou proactifs, je dirais, vous voyez, qui suffisent peut-être pas, hein, mais qui au moins permettent de sortir. Et c'est l'exemple, par exemple, typique, c'est vraiment l'exemple emblématique, c'est la Chine. La Chine, pays communiste,
voisin, frère, je dirais, de l'URSS. L'URSS a disparu par son immobilisme. La Chine, à partir de Deng Xiaoping et des événements qu'il y a eu dans les années 80, s'est dit, on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, Deng Xiaoping a fait un certain nombre de réformes, toujours, moi, ce que j'appelle également, qui vont dans le sens de cette troisième voie plus dont je parlais, et qui font que la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, et elle a connu un développement en 3 décennies absolument phénoménal, qui n'existe nulle part ailleurs, quoi. Enfin, c'est un succès considérable. On voit bien que c'est possible de l'être et de le faire. Bon, tous les pays ne sont pas la Chine. Je ne dis pas que la Syrie aurait pu faire la même chose, ou que Cuba ou d'autres sont dans la même situation. Mais à partir du moment où vous êtes dans cette optique-là, et que vous avez un peu une vision quand même, eh bien vous pouvez vous développer. Ça a des limites. Ça a des limites, parce qu'aujourd'hui l'impérialisme veut s'occuper de la Chine, hein, évidemment. Mais je dirais, voilà, ça montre qu'il faut être offensif, mais il ne faut pas être immobile, il faut se déployer dans l'avenir. Un autre exemple très différent, je dirais, c'est la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie qui aurait pu connaître une guerre fratricide entre les Tchèques et les Slovaques, qui ont pris la décision de se dire, bon nous sommes 2 peuples, nous formions la Tchécoslovaquie, eh bien, nous sommes des peuples voisins, eh bien, mais nous ne souhaitons pas faire nation ensemble. Nous faisions nation ensemble dans la Tchécoslovaquie. Nous ne souhaitons plus faire nation ensemble. Voulons chacun avoir notre destin propre. On n'est pas ennemis, on se sépare en bons termes. Et aujourd'hui, on a la Tchéquie et on a la Slovaquie, qui ne sont pas d'accord, notamment sur l'attitude à suivre en Ukraine, par exemple. Mais voilà. Et donc, ça, c'est aussi un exemple d'être proactif. Parce que sinon, peut-être, il y aurait eu une guerre qui se serait produite, comme ils sont produits en Ukraine, où justement, il y a la partie russophone, qui était surtout à l'est et au sud de l'Ukraine, s'oppose aujourd'hui, et depuis 2014, à la partie, je dirais, Ukraine plus ukraino-ukrainienne, je dirais au moins, alors pas la totalité, mais en grande partie, et c'est une des raisons de la guerre qui se produit en Ukraine aujourd'hui. C'est pas la seule, puisque évidemment l'OTAN pousse ses pions. Les USA étant le leader de l'OTAN, je ne vous apprends rien. Et donc, être offensif, ça veut dire quoi? Et pas immobile, ça veut dire, d'une part, susciter l'adhésion en interne sur du positif, sur du mieux. Bon, on le voit bien là sur les 2 exemples que je viens de donner, qui sont donc susciter l'adhésion de la population, d'une part. Et puis à l'extérieur, et c'est là sans doute le plus important, c'est de mettre une pierre dans le jardin des impérialistes et de leurs vassaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est là, je dirais, que prend tout son sens la bataille idéologique, la bataille du modèle de société. C'est ce que faisaient par exemple les communistes à l'époque de l'URSS. Il y avait plein de relais en France, en Amérique, en Angleterre, partout dans tous les pays qui étaient ennemis de l'URSS. Il y avait des partis communistes, il y avait une bataille idéologique, des courants intellectuels qui disaient, mais non, mais l'URSS c'est peut-être mieux, etc., que le système capitaliste qui exploite et qui fait des guerres et compagnie. Et du coup, vous mettez une pierre dans le jardin de l'adversaire. Voyez. Or, aujourd'hui, la Syrie n'a jamais été capable de mettre ce pied, ou même la Russie aujourd'hui a beaucoup de difficultés. Il y a quelques initiatives, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment, il n'y a que l'idéologie qui vous permet ça. À l'époque, je vous parle donc du communisme, c'était l'idéologie marxiste qui le permettait de faire ça. Hein. Et puis, je dirais, dans un autre domaine, l'islam, par rapport à l'islam, ce que font les frères musulmans, la Turquie, co, ils arrivent également à faire ça sur la base idéologique de l'islam, mais qui est aussi un modèle de société qui est rétrograde, s'il en est. Hein. Mais voilà, vous voyez, y compris, je dirais, dans ces... Donc il faut trouver une bataille idéologique, un modèle de société qui, justement, met la pierre dans le jardin de l'adversaire. C'est ça qui fait la différence au final. C'est le Vietnam. Rappelez-vous le Vietnam, John Lennon qui chante Let peace a chance, laisser une chance à la paix.
et qui est un mantra, et ça a joué un rôle très important dans la défaite des USA au Vietnam. Donc vous comprenez quelle est l'importance fondamentale de cette bataille idéologique. C'est là que vous gagnez. C'est l'adhésion à la fois en interne, mais aussi en extérieur. Et là, c'est là que la bataille idéologique, on comprend que c'est la... Je ne veux pas dire que c'est la seule, la résistance, il faut aussi résister, etc. Parce que si on vous détruit par des bombes ou des trucs, voilà. Mais voilà, il faut au moins ces deux pieds-là. C'est-à-dire, il faut une résistance ferme, militaire, etc., avec les moyens qu'il faut. Mais il faut aussi cette bataille idéologique avec un modèle de société qui donne envie. Quand je dis parfois Poutine ne fait pas rêver, bah non, il ne fait pas rêver. Il fait rêver les conservateurs, mais si on veut mettre la pierre dans la tête, le doute dans la tête des progressistes, il faut avoir une idéologie qui leur mette le doute dans la tête. Il faut réussir à ce qu'ils écoutent, ce qui n'est pas facile. Mais voilà, vous trouverez des relais locaux, etc. Il faut mener cette bataille idéologique. C'est les deux pieds. Si vous n'avez pas ces deux pieds, vous n'arriverez pas. Alors, la bataille idéologique, je pense que ce qui est important de voir aussi, c'est que cet événement de la chute en Syrie est d'une magnitude, je dirais, quand même proche de celle de la chute du communiste à l'est de l'Europe. Je me dis, dernier État laïque du Moyen-Orient qui vient de disparaître. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et moi, j'espère que ça va créer un électrochoc. Puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, Bachar el-Assad, c'est quand même celui qui avait réussi à dire stop aux révolutions de couleur au Moyen-Orient. Ce qui a ouvert une période de reflux de l'impérialisme, quand même, américain. Et quelque part, sa chute marque la fin de cette époque. À moins, voilà, justement, bien sûr, que cela ne serve, je dirais, d'électrochoc pour la résistance, et qu'enfin, elles se mettent à se dire, mais la bataille idéologique, le modèle de société qu'on doit proposer, il faut proposer quelque chose. On ne peut pas simplement résister. Mais ça vaut en France, ça vaut en Russie, ça vaut partout, même en Chine, aujourd'hui, malgré leur succès. Parce qu'ils se feront bouffer de la même manière, sinon. Exactement. Parce que ce front-là, aujourd'hui, personne ne veut écouter. Qui connaît, qui sait ce que dit un PCCR? Qu'est-ce qu'il y a dans la 4e voie? Personne. Personne ne sait. Viacat, qui a été sur le site Viacat? Personne. Qui sait ce qu'il y a dans la proclamation de la 4e voie? Quasiment personne. Ça n'intéresse pas. Il faut se dire, on va aller sur les ronds-points, on va juste crier et ça va suffire. Non, crier ne suffit pas. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Du contenant, je dis encore une fois, ça ne suffit pas du contenant. Vous ne mobiliserez pas, vous ne mettrez pas le doute dans la tête de vos adversaires si vous ne proposez que du contenant. Et je pense que, voilà, il faut prendre conscience que les idéologies traditionnelles seules ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce que soient ces idéologies, que ce soit les idéologies nationalistes, je dirais traditionnalistes au sens religieux, etc., ou socialo-communistes, qui ont montré qui sont aussi des idéologies traditionnelles, mais qui ont montré leur incapacité, je dirais, au XXe siècle. Et la preuve, c'est que la Chine, si elle réussit, c'est qu'elle a su se séparer, justement, en partie, et pour des raisons que j'ai déjà développées par ailleurs, je crois, justement de cette idéologie social-communiste. D'ailleurs, il y a un article de Bruno Guig à ce sujet que je n'ai pas encore malheureusement eu le temps de lire, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il dit « Le socialisme à la chinoise est-il marxiste ?» Voilà le titre de son article. Et il travaille, Bruno Guig, il est aussi professeur invité à l'école de marxisme à l'université normale de la Chine du Sud. Donc vous voyez, il connaît la Chine, je veux dire. Voilà. Donc sans une refonte, sans une remise en cause idéologique, notre combat, le combat de la résistance, est perdu d'avance. Voilà, c'est ça c'est le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, principal. Alors tout ça, ça va nous permettre, je vais faire une
une autre transition, je dirais, de parcourir un certain nombre de sites en parallèle de ce qu'on vient de voir, hein, donc, notamment qui vont illustrer au fur et à mesure ce que j'ai pu dire dans cette présentation et de l'importance de la bataille idéologique. Bon, là, donc vous retrouverez tous ces liens sur le site, sur la page du site dédié à cette émission, donc sur le site imp6r.org. Alors, première page, je pense à visiter, comment les États-Unis et Israël ont discrètement réanimé les hérités d'Al-Qaïda en Syrie. Donc là, il y a notamment un article Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bloqué, voilà. Voilà, donc sur Investigation de Monsieur Collomb. Voilà, et d'autres éléments. Voilà. Un certain nombre d'articles. Bon, voilà. Vous retrouverez cette page, donc déjà qui donne des éléments et qui renvoie également vers d'autres pages. Donc pour voir comment ça s'est des éléments, comment est-ce qu'ils ont, je dirais, financé, soutenu tant Al-Qaïda en fait que l'État islamique, qui n'a jamais mort et qui survivait notamment dans le désert syrien, qui aujourd'hui sort de l'ombre, je dirais. Autre article que je vous suggère, ça c'est un blog sur Réveil communiste, justement, donc on en parlait que ça suffisait pas. L'effondrement de la Syrie est un événement d'une gravité exceptionnelle, donc voilà, c'est un article court, mais extrêmement intéressant, parce que voilà, comme je disais, je pense que c'est un tournant important dans ce qui se passe aujourd'hui. Vous verrez notamment que sur cette page, j'ai fait un certain nombre de contributions, hein, notamment bon, sur le rôle des uns et des autres, mais également sur le fait que l'idéologie, hein, c'est le même message que j'ai envoyé là, hein, l'importance de ces événements et de magnitude s'approchant à celle de la chute du communisme dans l'Europe de l'Est. Donc là, voilà, il y a un électrochoc à la résistance, sans refonte, sans remise en cause idéologique. Notre combat est perdu d'âge. Bon, voilà, c'est un des choses, mais bon, il y a d'autres contributeurs, dont Bruno Dreski, etc. Voilà pour ces éléments. Autre chose, je dirais, assez terrible, c'est ce dont j'ai parlé précédemment. Et là, je vais me montrer, je dirais, la scène dans Telegram. Je vous invite à vous abonner à Telegram, parce que pour avoir des infos, c'est vraiment le lieu vraiment essentiel. Bon, il y a différents canaux, hein, donc vous en trouverez, donc pareil sur le site. Donc, assassinat de la physicienne, donc que vous voyez là. Hein. La personne que vous... Ah, excusez-moi, du coup, il faut que je remette... Donc, assassinat de la physicienne qui était le docteur Shadia Abel, avec son époux, à Damas. Voilà. Les assassins de cette éminente scientifique syrienne ont agi avec la même mode éparatoire que pour les 4 autres scientifiques assassinés ces dernières 24 heures. 2 balles dans la tête. Voyez. Cette campagne d'assassinat de savants et de scientifiques porte les traces manifestes du Mossad. Bon, ça, c'est l'avis du propriétaire de ce blog que j'ai bien tendance à partager. Autre exemple d'exaction, de barbarie, c'est ici des femmes qui sont emportées par les islamistes et qui vont être réduites en esclavage, donc esclavage sexuel sans doute, et alors là, je ne sais plus exactement dans quelle région ça a été filmé, mais voilà, hein, voilà la nouvelle liberté démocratique dans la ville de Manbij, où il y a où il y a pas mal de Kurdes. C'est une région qui était contrôlée par les Kurdes jusqu'ici, mais qui a été... voilà ces pauvres femmes qui sont embarquées.
Alors, une autre... donc là, je vais revenir sur cette scène. Voilà, un autre site, là, là j'ai fait également un post sur... Là, c'est du 29 octobre, hein, vous voyez. Mais c'est dans la même chose, et je vais vous le lire parce que je pense que ça vaut la peine, parce que c'est sur le site de Strategica 510. Donc l'article est très intéressant, donc vous pourrez le lire. Trouvez le lien sur la page dédiée à cette émission sur le site de 1P6R. Et je dis que cet article-là donc illustre à merveille que le combat le plus important se situe sur le plan idéologique et culturel. Vous l'avez résumé par l'expression « fascination qu'exerce l'Empire », donc l'Empire, les USA, les Américains, le rêve américain, la fascination qu'exerce l'Empire sur les peuples. Voilà. Et c'est sur ce front qu'on vient de proposer, et de faire advenir une alternative à un autre modèle de société. Vous voyez, voilà, je dirais cette fascination qu'exerce l'Empire sur les peuples, vous comprenez ça. Je pense que cette phrase, elle est forte, elle explique pourquoi le combat idéologique, c'est le plus important. C'est pas de se battre simplement avec des mitrailleuses et des choses comme ça. Je dirais que c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. Je me répète, mais vraiment, s'il y a une phrase qui vient, c'est cette fascination. Et c'est pour ça qu'ils trouvent des relais. Alors, c'est pas la seule raison, parce qu'il y a aussi des petites bourgeoisies, des gens qui sont qui se disent, bah tiens, je vais peut-être pouvoir tirer profit que les Américains, bourgeoisie comprador, qui vont se dire, mais moi je me mets comme intermédiaire, comme je suis malin, que je connais un petit peu les réseaux sociaux, l'internet, comment ça marche, etc., que c'est le truc à la mode, clac, je peux peut-être, en vendant dans mon pays, je vais faire fortune et tout ça. Voilà, c'est ces gens-là. Hein. Et donc c'est cette fascination aussi qu'on va retrouver dans tous les pays. Hein. Ça va être en Birmanie également, etc., ou en Géorgie. C'est là-dessus que s'appuie, c'est sur cette frange de la population qui est la plus avancée, qui est la plus ambitieuse, je dirais, que s'appuient justement les Gémons pour conduire ces révolutions de couleur. Voilà, une perspective dont l'humanité est orpheline depuis la fin du XXe siècle. Voilà, c'est ce à quoi nous travaillons avec la notion de quatrième voie, que je vais vous présenter. Donc il y a le site Viacat, donc avec notamment une vidéo de la barbarie que vous trouverez sur le site Viacat en français, de la barbarie à un nouvel espoir. Donc c'est une conférence qui dure, je ne sais plus combien de temps elle dure, mais on va le voir là. Voilà, une trentaine de minutes, hein, vous voyez, c'est pas extrêmement long, hein, 35 minutes. Voilà, c'est que j'avais donné en avril 2023. Donc, vous pouvez visionner, ça va vous donner, je dirais, en une demi-heure, vous saurez ce que c'est que la quatrième voie. Et puis, pour plus rapidement encore, il y a la proclamation. Hein. La proclamation, qu'est-ce que c'est que la quatrième voie? On peut le parcourir rapidement. C'est un modèle de société réaliste. Alors ça, c'est extrêmement important aussi. Hein. C'est-à-dire que si c'est pour faire quelque chose qui ne fonctionne pas, où on fait une liste au Père Noël, on se fait plaisir, ça ne sert à rien. Hein. Il faut quelque chose qui soit bien ancré dans la réalité. C'est vraiment la chose que nous essayons de faire depuis le début sur cette notion. Et donc, quelque chose qui repose, alors elle repose, quels sont ses grands principes? Reposer sur les besoins essentiels de l'être humain, donc ça c'est quand même extrêmement. C'est un modèle qui va dans le sens de l'histoire, et qui permet la transition, parce que nous en sommes là aujourd'hui toujours plus, l'exemple typique de ce que nous vivons dans nos sociétés, vers le toujours mieux, mais de toujours mieux, pas pour les machines, pas pour la technologie, le toujours mieux pour l'homme. C'est la technologie, la technique, n'ayant de sens que si elle est au service des hommes. Et le moyen pour mettre en place cette forme de société, justement, se passe par une nouvelle constitution. Parce que le grand principe, je dirais, de la quatrième voie, et c'est pour ça que la Constitution est fondamentale, c'est que c'est la mise en place d'un modèle où il n'y a pas une classe dominante, mais il y a deux classes qui sont en coopération et opposition permanente. D'une part, donc, la petite et la moyenne bourgeoisie, et d'autre part, le salariat, le prolétariat, on va parler. Aurait dit les marxistes. Et donc,
avec un jeu de pouvoir permanent qui se recontrebalance en permanence et dont les règles du jeu, justement, sont définies dans la Constitution. C'est pour ça que la Constitution est fondamentale et première. Donc on n'est pas dans les communistes qui disent bah, c'est le prolétariat, la dictature du prolétariat, et puis c'est le prolétariat qui va exercer le pouvoir. Non, on n'est pas dans le même modèle de société, très clairement. Ce modèle suppose, évidemment, et puis dans le communisme aussi, l'inconvénient, c'est que tous les gens qui ont de l'ambition, qui veulent faire quelque chose, typiquement des gens qui font partie de la petite bourgeoisie, eh bien, et qui ont envie de quand même faire quelque chose, qui est quand même aussi un moteur fondamental de l'homme, eh bien, ils trouvent le moyen de s'exprimer malgré tout. On ne les bride pas, on ne les empêche pas. Ce que l'on va empêcher simplement, c'est deux choses très importantes. Éliminer l'extrême richesse, donc éliminer le grand capital, le capitalisme en tant que système et sa centralisation extrême, justement, donc le grand capital, d'une part, parce que ça, sinon, ils auront la puissance de s'opposer et de détruire, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, hein, c'est très concrètement ce qu'ils font aujourd'hui, et en s'appuyant sur la misère, sur les mafias, sur tous ces groupes-là. Et donc, ces mafias, d'où elles se nourrissent? Elles se nourrissent de la pauvreté, des gens les plus pauvres, du lumpem prolétariat, auraient dit les marxistes encore. Donc, il faut également supprimer l'indigence, c'est-à-dire supprimer les deux extrêmes, extrêmement riches, extrêmement pauvres, des deux côtés de la société, et par la garantie justement des besoins du corps et de l'âme. Voilà en gros. Et puis, dernier point, lorsqu'il y a des litiges importants entre ces deux classes, hein, eh bien, l'arbitrage suprême se fait par le peuple, par un processus démocratique, par référendum, typiquement. Voilà en gros ce que c'est que la quatrième voie. Très rapidement, je dirais, énoncé. Voilà. Donc, bah, pour en savoir plus, alors, je vais repasser donc sur cet écran, voilà. Donc, pour en savoir plus, bah, je vous invite justement à aller sur le site 1p6r.org. Qu'est-ce que la quatrième voie? Vous allez avoir tout un tas de vidéos qui vont vous expliquer tout le fond, hein, dans quel moment historique on se retrouve, tournant historique majeur. Il y a le site Viacat, où vous allez trouver justement la proclamation qui résume, je dirais, la quatrième voie en une page. Donc voilà, voilà ce qu'on propose. Hein. Après, voilà, c'est en débat, c'est en discussion, justement, vous pouvez venir le lundi. Puis vous avez, voilà, toutes les émissions, les médias et les travaux, donc vous pouvez également vous inscrire sur le site de AP6R, participer sur les réseaux sociaux, et puis venir le lundi soir, à 21 h. Les liens sont sur le site également pour participer à cette visioconférence, notamment pour coopérer à la rédaction de la Constitution que nous proposons. Je vous suggère également le livre d'anticipation de société que voilà, donc le but c'est la vie, la métamorphose des moutons, donc c'est un roman d'anticipation de société. Et puis il y a également les manifestes émergents, donc petits livrets qui expliquent en quelques rapidement, je dirais, qui définissent d'un point de vue idéologique, d'un point de vue spirituel, et puis d'un point de vue général également, ce que nous proposons. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui c'est pas une chronique des barbaries, de ce mercredi de l'espoir. La rançon de l'immobilisme idéologique, c'est la disparition, et sans quatrième voie, il n'y aura pas de salut. Bonsoir.